Dimanche 1er juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, parlons de la visite d'État de la présidente de la Slovénie à Madagascar. Justement, la présidente de la République de Slovénie, Nataša Pirc-Musar, effectuera une visite d'État à Madagascar les 3 et 4 juin prochain. Durant cette visite d'État, elle rencontrera le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina. À cette occasion, plusieurs accords de coopération seront signés dans divers domaines tels que l'énergie, la protection de l'environnement, le tourisme, entre autres. Cette visite marque la volonté commune de Madagascar et de la Slovénie de relancer et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Reportage. Les relations diplomatiques entre la République de Madagascar et la République de Slovénie ont été officiellement établies en 2006. Cependant, une délégation slovène s'est déjà rendue à Madagascar le 23 novembre 2005 pour discuter de la mise en place de ces relations diplomatiques et pour explorer les domaines potentiels de coopération sans suite concrète à l'époque. En 2001, la Slovénie avait déjà collaboré avec Madagascar à la création d'un centre agricole à Matan-Vangejan dans le but de soutenir l'autosuffisance alimentaire de populations locales. En 2003, des discussions avaient également eu lieu concernant la mise en place d'un centre de formation agricole. Malgré ces initiatives, les relations diplomatiques n'ont pas été poursuivies durablement. 19 ans plus tard, Madagascar et la Slovénie s'emprêtent à relancer leurs relations à travers cette visite d'État de la présidente slovène les 3 et 4 juin. Les deux pays entendent établir une coopération sérieuse dans les domaines d'intérêt commun tels que l'économie et le commerce, l'énergie, la protection de l'environnement, la recherche et l'innovation, le tourisme durable, la culture et la sécurité. Ces secteurs permettront d'instaurer des accords de partenariat fondés sur l'échange d'expertise, la coopération technique, le développement de relations commerciales diverses, ainsi que l'organisation d'événements culturels visant à renforcer les liens culturels. Cette coopération aux multiples facettes offre un large éventail de possibilités à explorer pour les deux nations. Madagascar espère bénéficier du soutien de la Slovénie dans la mise en œuvre de ses programmes de développement. Par ailleurs, le gouvernement malgache ambitionne d'instaurer un dialogue politique régulier entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Tels sont les principaux enjeux de la visite d'État de la présidente slovène à Madagascar. Elle sera accueillie par le président Andry Rajoelina au palais d'État d'Iavlou, et les accords de coopération seront formalisés lors de cette rencontre selon le programme officiel prévu. Et c'est dans un esprit national et de patriotisme du développement et comme le veut le thème de la célébration du 26 juin 2025, le lancement officiel des festivités dans le cadre de la fête nationale débutera demain lundi 2 juin 2025 par une cérémonie de levée du drapeau. Un moment solennel précédé par l'interprétation des 3 couplets de l'hymne national. Les détails avec Mervoulas Firen. Le drapeau national est un symbole fort de l'identité de Madagascar. Il incarne l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Composé de 3 bandes blancs, rouges et verts, son agencement suit un ordre strict. Le blanc en position verticale à gauche, le rouge en haut à droite, le vert en bas. Le blanc éclatant symbolise la pureté, le rouge ardent représente l'amour de la patrie et la souveraineté nationale, tandis que le vert, aux teintes herbeuses, il incarne l'espérance. La fabrication du drapeau obéit à un protocole précis, 3 bandes de taille égale, avec une longueur équivalente à 2 fois sa largeur. Le 26 juin est une date essentielle symbolisant l'indépendance de Madagascar. Le mois de juin est entièrement consacré à cette célébration pour rappeler la portée historique de cette victoire nationale. De nombreux événements et festivités sont organisés à cette occasion à travers tout le pays. Chaque foyer est invité à y contribuer en hissant fièrement le drapeau national tout au long du mois. C'est un geste visant à honorer l'histoire, à renforcer l'unité nationale et à affirmer notre attachement aux valeurs républicaines. Il s'agit aussi d'un hommage aux nationalistes qui ont lutté pour la liberté et l'indépendance de Madagascar. Cette année, la levée officielle du drapeau se tiendra demain, lundi 2 juin 2025 à 9 h, selon le Comité national d'organisation du 26 juin. Les foyers, établissements publics et privés, ainsi que toutes les entreprises à travers l'île, sont invités à se joindre à cette levée collective de drapeaux. Rappelons que le drapeau malagasy a été conçu en 1958 par Anafsan Ndjianoumé, cartographe,
haut fonctionnaire au service de l'architecture et de l'urbanisme. Le texte de l'hymne national a été rédigé par le pasteur Azassan Félix et sa musique composée par Norbert Rarsou. Dans un tout autre sujet, page économique, la semaine dernière s'est tenue à l'île Maurice la réunion des parlementaires pour le développement dans l'océan Indien. C'est durant cette rencontre que le bureau permanent a été mis en place. Il a été aussi annoncé par le secrétaire général de la COI la création prochaine du Valabé, un espace d'échange économique visant à favoriser les intérêts des îles de l'océan Indien. Reportage de Radu Ramanatsow et Nzara Njensu. Madagascar a envoyé une délégation pour participer à la réunion des parlementaires pour le développement dans l'océan Indien qui s'est déroulée à l'île Maurice. Durant cette réunion, le bureau permanent des parlementaires de la région a été instauré. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment les aspects culturels, la jeunesse, l'économie bleue et surtout la mise en place d'un espace d'échange commercial nommé Valabé visant le développement économique de chaque île, selon le rapport effectué par le député Irmar, élu dans la circonscription d'Antananarive-Atsimjan, un des parlementaires qui a représenté Madagascar à cette réunion des parlementaires de la COI. À cet effet, il est donc attendu que la mise en œuvre de ce Valabé se fasse prochainement. Dans la page diverse de ce soir, face au détournement de fonds au sein du Sénat, le président de cette institution a sollicité l'ouverture d'une enquête auprès de la police judiciaire au camp Ratsimanjave. Selon les explications, ce détournement a eu des répercussions comme le non-paiement de certaines indemnités aux employés. Cependant, l'enquête a été suspendue en raison de la révocation du responsable de la police judiciaire au sein du camp Ratsimanjave. Les détails avec Mervoula Sferen. Dès qu'il a eu connaissance du détournement de fonds au sein du Sénat, le président de cette institution a immédiatement demandé l'ouverture d'une enquête auprès de la police judiciaire. Il a déclaré qu'il condamne la corruption et le détournement de fonds, des pratiques inacceptables selon lui. Mais les enquêtes n'ont pas encore pu aller plus loin à cause de la révocation soudaine du directeur de la police judiciaire au sein du camp Ratsimanjave. Toujours selon les explications, certains responsables n'auraient pas reçu des indemnités qui leur étaient dues. Le président du Sénat est pointé du doigt pour avoir utilisé ces fonds pour ses diverses missions internationales. Le général Ravalman Narichar a cependant précisé qu'aucun fonds de l'État malgache n'avait été utilisé pour ses déplacements à l'étranger, les frais ayant été intégralement pris en charge par les pays hôtes. À ce jour, on ne connaît pas encore clairement les responsables impliqués dans ce détournement de fonds au sein du Sénat, car la présomption d'innocence reste de mise. Toutefois, le président du Sénat a affirmé que ceux qui ont commis ces actes devront rembourser les sommes détournées afin de permettre le paiement de ceux à qui ces fonds étaient destinés. Il est à noter que c'est la direction en charge des affaires juridiques du Sénat qui est la partie plaignante dans cette affaire et non pas le président du Sénat lui-même. Et de nombreux accidents de la circulation ont eu lieu ces 2 derniers mois dans la capitale. La majorité des victimes sont des conducteurs de 2 roues qui sont également à l'origine de nombreux de ces accidents. La cause principale est souvent l'imprudence, conduite en état d'ivresse, excès de vitesse et non-respect du code de la route. Reportage de Fenna Reporterstool. Les motos représentent la majorité des véhicules impliqués dans les accidents de la route depuis 2 mois, qu'il s'agisse de petites ou de grosses cylindrées. Plusieurs facteurs sont à l'origine des accidents de circulation, que ce soit pour les 2 roues que pour les voitures. Mais en général, cela est dû à l'imprudence, notamment l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et surtout la conduite en état d'ivresse. De plus, selon le service chargé des accidents de la circulation au sein du commissariat central d'Antananarive, ou BAC, la modification de la puissance des motos constitue également un grand danger. Face à cette situation, la police nationale, en particulier la BAC, redouble d'efforts pour sensibiliser les conducteurs aux différentes règles de sécurité. Des campagnes de sensibilisation de proximité sont menées chaque semaine. Il y a également des actions ciblant les motos qui ne respectent pas le code de la route. La police nationale ne reste donc pas les bras croisés, elle assume pleinement ses responsabilités. Toutefois, il est aussi nécessaire pour chaque usager de la route, conducteur de 2 roues et de voitures, qu'ils prennent conscience de ces actes. Les usagers doivent toujours garder à l'esprit qu'un simple moment d'inattention peut causer un accident grave.
Revenons un peu dans la page économique. La filière lait est un secteur qui fait vivre de nombreuses familles dans la région de Vakna-Karaj. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage met en place une stratégie pour promouvoir la chaîne de valeur du lait à Madagascar. La célébration nationale de la Journée mondiale du lait s'est tenue à Antirabé en cette fin de semaine. Reportage de notre correspondant à Antirabé, Jameson Anjanarman. La filière lait est un secteur vital pour de nombreuses familles, notamment dans la région du Vakna-Karaj, considérée comme la capitale du lait à Madagascar. Elle a été définie comme une priorité par les autorités régionales. Le lait et ses produits dérivés constituent un levier important dans la lutte contre la malnutrition et contribuent à l'autosuffisance et à la souveraineté alimentaire, objectif fixé par le gouvernement. Le projet Profil Lait Plus, dans le cadre du programme AFAFI Centre financé par l'Union européenne, soutient largement la production laitière à Madagascar. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dispose ainsi d'une stratégie claire pour développer la chaîne de valeur du lait. La célébration nationale de la Journée mondiale du lait s'est tenue ce week-end à Antirabé sous le thème « Le lait est une source de vie pour tous ». À cette occasion, une distribution gratuite de lait a été organisée. Outre les expositions et ventes de lait et de produits dérivés, divers ateliers réunissant les professionnels du secteur et les partenaires techniques et financiers ont été organisés dans les locaux de la région Vakna-Karaj. Différentes campagnes de sensibilisation ont également eu lieu. Passons à présent aux actualités internationales de ce soir. 2 ponts se sont effondrés dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne, provoquant des déraillements de train dans l'un a fait au moins 7 morts et 66 blessés, selon les autorités russes. France 24. De ce pont, il ne reste que des ruines. Pour les autorités russes de la région de Bryansk, aucun doute, c'est une explosion qui a provoqué l'effondrement de la structure au moment où un train de voyageurs circulait pendant la nuit. Plusieurs personnes sont mortes, dont le conducteur du train. Les opérations de secours sur place se poursuivent. Les victimes reçoivent toute l'aide nécessaire. La remise en état des voies endommagées est également en cours. Certains blessés ont été transportés en urgence à Moscou pour y recevoir des soins. Mais ce n'est pas le seul incident auquel les autorités russes doivent faire face. Quelques heures après le premier effondrement, un deuxième pont a cédé, cette fois dans la région de Koursk, également frontalière de l'Ukraine, au moment où un train de marchandises passait dessus. L'incident n'a pas fait de victimes, mais il a déclenché un incendie et le conducteur et ses assistants ont été blessés. La Russie a déclaré qu'elle enquêtait sur les 2 incidents, qu'elle qualifie d'actes de terrorisme. Actuellement, des employés du comité d'enquête russe travaillent sur les lieux de l'incident pour établir toutes les circonstances de ce drame. Des employés de la Direction générale de la police scientifique participent aussi à l'enquête. Depuis l'invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, des dizaines d'actes de sabotage visent la Russie, principalement sur son réseau ferroviaire. Kiev n'a pas commenté ces incidents, qui surviennent à la veille d'une éventuelle rencontre entre des responsables russes et ukrainiens à Istanbul. Et ce qui fait l'actualité internationale, c'est également le PSG qui a gagné la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, justement, a remporté hier samedi sa première Ligue des Champions en battant l'Inter Milan de 5-0 en finale à Munich et devient le 2e club français vainqueur de la C1 après l'Olympique de Marseille en 1993. À Paris et partout en France, les supporters ont célébré jusqu'au bout de la nuit cette victoire. France 24 nous en dit plus. Un tourbillon, un vent de folie. Ils avaient beau être loin de leur héros, les 48 000 supporters du PSG ont retourné hier soir le Parc des Princes, comme si le match avait lieu ici. Au coup de sifflet final, le stade s'embrase et les cœurs avec. C'est le plus beau match de ma vie. Et au stade en plus. Franchement, magnifique le match. Trop fort. Et alors, regardez, ambiance de dingue. C'est tout Paris qui s'illumine. Un peu partout, les crépitements des feux d'artifice et une marée bleue et rouge, ivre de bonheur. Nuit de liesse dans toute la capitale, sur les Champs-Élysées
ou la place de la Bastille, les mêmes processions pour leur champion. Même le métro parisien a pris des airs de discothèque. Jusqu'à la place de la République, les mêmes coups de klaxon et les mêmes chansons. Hier soir, fans de foot ou non, les Parisiens n'avaient clairement pas sommeil, juste une joie sans pareil. C'est juste genre toute la ville qui se réunit pour kiffer. Et il n'y a pas besoin de plus de mots que juste ce qui se passe maintenant et voir que les gens sont heureux. Après tant d'années d'attente, c'est un plaisir. C'est un plaisir, vraiment, exceptionnel. Mais hier soir, Paris, c'était en fait un peu partout. Comme ici, à Amiens, à Châteauroux, ou encore à Vire, dans le Calvados. Réunis pour un tournoi, ces jeunes champions en herbe ont eux aussi pris part à la fête. Mais pas trop tard quand même, c'est déjà l'heure d'aller dormir. Restons toujours autour de cette victoire du PSG. Le titre historique de ce club en Ligue des Champions consacre son homme fort, l'entraîneur Luis Enrique, qui par ses méthodes exigeantes et ambitieuses a tout changé au club, 10 ans après un premier triomphe avec Barcelone. France 24 toujours. De Munich à Paris, les fans du PSG le remercient. Luis Enrique, il a fait un beau travail. Ce qu'il fait depuis plusieurs mois maintenant, plus d'un an. Franchement, c'est incroyable. Merci. On peut que dire merci. C'est en juillet 2023 que Luis Enrique débarque à Paris dans un contexte compliqué. Le club multiplie les désillusions en Ligue des Champions. Il vient de voir partir Lionel Messi et Neymar. Ce samedi, le coach s'est souvenu de sa première conférence de presse. J'ai dit que l'objectif que j'avais en tant qu'entraîneur ici était de gagner des trophées importants. Ce sont les mots exacts que j'ai prononcés. Le seul trophée important qui manquait au PSG était la Ligue des Champions. Pour le remporter, cet Espagnol originaire des Asturies se sert de son expérience, comme joueur pour le Real Madrid et le FC Barcelone, mais surtout comme entraîneur. D'abord à l'AS Rome et au Celta Vigo, avant de retourner au FC Barcelone où il remporte la Ligue des Champions. Un travail salué par son ancien joueur Andrés Iniesta. J'aime sa façon de gérer ses équipes, comment il communique, son incroyable capacité de travail et son immense talent d'entraîneur. Luis Enrique transforme le club parisien avec un message clair. Personne n'est au-dessus de l'institution, pas même Kylian Mbappé, dont le départ insuffle un nouvel élan. Que vais-je faire? Ce que j'ai toujours fait jusqu'ici, chercher ce qui est le mieux pour l'équipe. Cette philosophie, sa marque de fabrique qu'il avait déjà imprimée à la tête de la sélection nationale espagnole pour la Coupe du Monde du Qatar en 2022. L'occasion pour lui de lancer de nombreux jeunes, comme il l'a fait ensuite à Paris. C'est au poste de sélectionneur qu'il connaît un drame familial en 2019. Sa fille de 9 ans décède en quelques mois d'un cancer des os. À chaque occasion, il lui rend hommage comme ce samedi. Je n'ai pas besoin de remporter la Ligue des Champions, ni même de gagner un match pour penser à ma fille. Ma fille, elle est toujours là. En sa mémoire, à la fin de la finale, un groupe de supporters du PSG a dévoilé une banderole représentant le père et sa fille. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite du programme. Très bonne soirée à tous. Au revoir.